Merci à tous d'être là. Je vais, alors d'abord un petit préalable. Ce que je vais vous présenter, c'est une série d'outils qui sont utilisés fréquemment en économie. Il y a des moments où ce sera peut-être un petit peu aride, mais vous me ferez confiance. Il y a tous les intermédiaires pour arriver aux conclusions. Et je vous préviens tout de suite également qu'il s'agit d'une présentation d'économie très standard, c'est-à-dire très libérale. Enfin, c'est pas du tout de l'économie hétérodoxe. Bon, malgré ça, vous allez voir qu'il y a des conclusions qui peuvent être surprenantes et même un petit peu déstabilisantes. Il y avait une phrase que j'avais vue dans un journal il y a quelques mois et qui m'avait... il a fallu que je réfléchisse pour comprendre de quoi ça parlait. On disait que si tout le monde s'arrêtait de respirer pendant un quart d'heure, le problème du réchauffement climatique serait définitivement résolu. Bon, là, on voit tout de suite que ça suffira. Enfin, ça suffirait. Si, ça suffirait, justement. Mais on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça va se résoudre. Et puis, en y réfléchissant un petit peu, j'ai une fille aînée, là, qui est une adepte de Bea Johnson, si vous la connaissez. Donc, elle fait du zéro déchet intégral. Et depuis qu'elle fait ça, moi, je n'ai pas vu les poubelles se vider. Hein ? Donc, il y a peut-être une insuffisance lorsqu'on essaye d'aborder les questions environnementales de manière purement individuelle. Et en économie, on peut dire tout a commencé, au début était Adam Smith. Bon, c'est un philosophe, mais qui a laissé des traces très importantes en économie. Et en gros, il avait une théorie de la main invisible. Il disait que si tout le monde, si le boucher défendait ses intérêts personnels, si le boulanger défendait ses intérêts personnels, à la fin, tout le village sera satisfait parce qu'il y aurait de la bonne viande, il y aurait du bon pain. En gros, que la poursuite des intérêts égoïstes, des intérêts individuels, ça aboutissait quasiment au meilleur des mondes économiques. Malheureusement, on va voir qu'il y a toute une série de raisons qui font que non, on n'aboutit pas au meilleur des mondes. Et on va commencer avec un petit peu des détours. Je ne vais pas parler directement d'économie de l'environnement. Je vais montrer qu'en économie, l'égoïsme est loin d'être toujours optimal. Hein, on va prendre plusieurs exemples successifs. D'abord, un débat, certains d'entre vous ont peut-être connu ça, c'était dans les années 90. Il y avait Airbus et Boeing qui se demandaient s'ils allaient fabriquer un très gros porteur. Et dans leur tête, et tout le monde était d'accord, hein, tous les économistes étaient d'accord, ils disaient il y a de la place pour un seul constructeur de gros avions dans le monde, parce que le marché n'est pas assez large pour 2 constructeurs. Et donc la question c'est, fallait-il que ce soit Boeing qui se lance ou fallait-il que ce soit Airbus? Et si l'un se lançait, il gagnait la mise, il remportait la mise. Et par contre, l'autre était pénalisé. Si les deux se lançaient en même temps, alors le marché n'était pas assez grand et ils perdaient beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez ce qui s'est passé. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé? On utilise pour ça de la théorie des jeux. Alors, essayez de vous expliquer rapidement. Vous avez donc 2 joueurs, Airbus et Boeing, et ils ont tous les deux stratégies, soit fabriquer le gros avion, donc soit le B747 pour Boeing, soit le A380 pour Airbus. Et les chiffres qu'on a au milieu, entre parenthèses, c'est ce qu'ils gagnent. Alors, c'est symbolique ici, ça peut être des milliards de dollars de bénéfices, enfin, il faut voir. Ce qu'on voit, c'est que si les deux fabriquent un gros avion, ils ne gagnent rien. S'il y en a un qui fabrique, par exemple, si Airbus, si on est ici, là c'est trop petit, mais bon, on est, où je passe en dessous du 0,0, moins 1, 2, ça veut dire que si Airbus fabrique un avion qui conserve les avions de petite taille, et Boeing fabrique le gros avion, eh bien Airbus est sanctionné, il perd 1 milliard, et Boeing en gagne 2. Voilà. Quelle est la solution de ce jeu? Alors j'ai essayé de découper les choses. On va se dire, tiens, quel serait l'intérêt des joueurs dans leur choix de stratégie si l'autre joueur joue telle ou telle stratégie? Alors on va y aller tranquillement.
on se pose une première question, c'est de se dire quel doit être le choix de Airbus si Boeing choisit de fabriquer un gros avion. Et donc c'est ce que j'ai surligné en jaune, vous êtes dans la colonne de gauche. Et donc Airbus, il a le choix, si Boeing fabrique un gros avion, Airbus a le choix entre fabriquer un gros avion et gagner 0, ou bien ne pas fabriquer le gros avion et gagner -1. Donc évidemment, il vaut mieux gagner 0 que -1. Donc il va choisir de fabriquer un gros avion. Hein, on dit Airbus joue un gros avion. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Pour Airbus, quel est l'intérêt d'Airbus si Boeing il joue un avion moyen, hein, il ne fabrique pas son gros avion. Eh bien, on voit que Airbus gagne 2 s'il fabrique un gros avion et il gagne 1 s'il fabrique un petit avion. Et donc, évidemment, 2 c'est mieux que 1 et par conséquent, Airbus va fabriquer un gros avion. Donc on voit que Airbus, quel que soit le choix de Boeing, Airbus a intérêt à fabriquer un gros avion. Hein, on est d'accord là-dessus? Comme c'est un jeu qui est symétrique, on va faire la même démonstration du côté de Boeing. Si Airbus choisit de fabriquer un gros avion, eh bien, on a les gains de Boeing qui sont en vert. Il obtient 0 s'il fabrique un gros avion et il obtient -1 s'il reste à ses avions moyens. Et donc 0 c'est mieux que 1. Par conséquent, Boeing va fabriquer un gros avion. Même chose maintenant, à supposer que Airbus fabrique un avion moyen. Eh bien, Boeing, il gagne 2 s'il fabrique un gros avion et il gagne 1 s'il fabrique un avion moyen. Par conséquent, il a toujours, là encore, intérêt à choisir de fabriquer un gros avion. Donc si je résume, Airbus a toujours intérêt à choisir de fabriquer un gros avion. Boeing a toujours intérêt à fabriquer un gros avion. Par conséquent, la solution du jeu, elle est évidente. Hein, c'est que les deux vont fabriquer un gros avion. Et par conséquent, les deux vont gagner 0. C'est une démonstration imparable. On dit que les deux ont une stratégie dominante. Et donc, on a ce qu'on appelle un équilibre en stratégie dominante. Les deux vont gagner 0. Et vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si c'était entendu, eh bien, ils seraient restés chacun d'entre eux à fabriquer un avion moyen et ils auraient gagné 1 milliard au lieu de gagner 0. Et donc là, on a un exemple ultra simple, et en plus, c'est ce qui correspond à ce qui s'est véritablement passé, un exemple ultra simple du fait que, en poursuivant leurs seuls intérêts individuels, ils arrivent à une solution qui n'est pas la meilleure pour les deux joueurs. Et donc, c'est l'échec de Smith démontré de manière très très simple. Alors ces équilibres-là, ces théories-là, ça a été développé. Alors il n'y a pas d'économiste jusqu'ici, Smith est un philosophe. À gauche, vous avez un mathématicien de génie. À droite, un sociologue de génie. Et dans le jargon d'économiste, on dit que l'équilibre de Nash, celui qu'on vient de trouver, où ils fabriquent tous les deux un gros avion, n'est pas un optimum de Pareto. Ça veut dire que ce n'est pas le meilleur choix pour les deux joueurs considérés collectivement. Donc voilà un exemple très très simple pour montrer que poursuivre des intérêts individuels ne conduit pas nécessairement au meilleur des mondes. La poursuite égoïste des seuls intérêts, ça ne donne pas grand-chose dans certains cas. Alors on va faire un autre détour. C'est pas très optimiste déjà comme présentation. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus pessimiste. Puis on va aller de plus en plus vers des choses pas agréables. Maintenant, je vais vous parler du volontariat, des bénévoles, si vous voulez, de tout ce qui part des bons sentiments des gens. Je vais montrer que le volontariat est généralement sous-optimal. Pour montrer ça, il faut prendre un exemple au départ très très simple avant d'arriver sur des exemples un peu plus compliqués. Et donc, je vais prendre l'exemple d'un ménage. Il y a Antoine et Béatrice qui sont en couple. Et Antoine et Béatrice, le soir, quand ils rentrent chez eux après le travail, ils ont le choix. Soit ils lisent le journal,
soit ils font le ménage. D'accord? Et donc on va supposer qu'ils ont... vous allez voir, le résultat est tout à fait surprenant. On va supposer qu'ils ont chacun 1 heure de temps à consacrer, soit à la lecture de journal, soit au ménage. Le ménage, c'est ce qui permet, quand on passe 1 minute à faire du ménage, eh bien, on va dire qu'on gagne 1 unité de propreté. Et quand on passe 1 minute à lire le journal, eh bien, on gagne 1 unité d'intérêt à lire le journal. Donc si je résume, ils ont chacun 1 heure devant eux. Et je vais appeler, alors je suis désolé, il va y avoir quelques X et Y, mais je vais appeler X le nombre de minutes qu'ils consacrent à faire le ménage. Et donc ça améliore la propreté du logement. Le reste, ils lisent le journal. Donc c'est pour chacun 60 minutes moins X. Et puis on va supposer que leur satisfaction, leur bien-être augmente avec la propreté du logement et avec le nombre d'articles qu'ils ont lus dans le journal. Donc chaque minute de ménage augmente d'une unité la propreté, chaque minute de lecture augmente d'une unité le nombre d'articles lus. On est d'accord avec ça sur l'idée générale? Il y a 2 solutions possibles à ce problème qui est de savoir combien est-ce qu'il faut que X fasse, combien il faut passer de minutes à faire le ménage. Il y a 2 solutions possibles qui donnent des résultats différents. Une première possibilité qui est d'avoir une démarche collective, et une deuxième possibilité qui est d'avoir une démarche individuelle, c'est celle que j'appelle le volontariat. On fait ce qu'on pense être bien. Alors regardons ce que c'est que la démarche collective. En économie, on parle de solution centralisée. Dans une démarche collective, l'autre, du point de vue d'Antoine, l'autre c'est Béatrice, du point de vue de Béatrice, l'autre c'est Antoine, on va le traiter comme soi-même. C'est-à-dire que ça va être la même chose. On considère qu'on est 2 êtres humains identiques et qui vont agir exactement de la même façon. Ce qui fait qu'on va prendre en compte la contribution totale à la propreté. C'est-à-dire le nombre de minutes consacrées au ménage par Antoine, XA, le nombre de minutes consacrées au ménage par Béatrice, XB, et cet ensemble, on va l'appeler X. Du coup, ils ont chacun 60 minutes, ça fait 120 minutes au total. Et donc, je vais prendre un exemple ici de comment calculer la satisfaction. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je pourrais prendre autre chose, mais je vais dire que la satisfaction collective de Antoine et Béatrice, c'est X multiplié par 120 moins X, c'est-à-dire le nombre d'unités de propreté multiplié par le nombre d'articles lus. Voilà. Et on voit que la satisfaction est croissante avec les deux. Ben, c'est facile de voir, pour un mathématicien c'est immédiat, on voit que la satisfaction elle est la plus grande possible lorsque X vaut 60 minutes. Donc on considère que dans le couple, ce qui est optimal, c'est de passer 60 minutes à faire le ménage et 60 minutes à lire le journal. Je ne parle pas du tout de la manière dont ça va être réparti. Ça, c'est le problème à l'intérieur du couple. Maintenant, regardons ce qu'est la résolution individuelle, décentralisée, où l'autre personne est traitée comme un étranger, comme un autre. Et donc, pour un individu, le temps disponible, c'est 60 minutes. Pourtant, les 2 personnes vont contribuer à la propreté. Mais pour Antoine, sa satisfaction, elle est constituée toujours du produit entre le nombre de minutes de ménage et le nombre de minutes de lecture. Mais pour le ménage, on dit qu'il y a une contribution qui est la sienne et il y a une contribution qui est celle de quelqu'un d'autre. Et ce qui compte, c'est sa satisfaction à lui en tant que lecteur de journal, et donc c'est multiplié par 60 moins XA, c'est-à-dire le nombre d'articles qu'il peut lire. Donc on est d'accord avec ça? Et donc ce qui est important de bien voir, c'est que là, Antoine, il contrôle, il décide du niveau de XA. Mais il ne choisit pas XB, parce que XB est choisi par Béatrice. Aussi d'accord là-dessus? Eh bien, si on calcule la valeur de XA
qui donne la satisfaction maximale à Antoine, on va trouver que XA n'a pas une valeur précise. XA, ça va dépendre de XB. C'est-à-dire que si Béatrice fait beaucoup de ménage, eh bien Antoine va en faire moins. De la même façon, si Antoine fait beaucoup de ménage, Béatrice va en faire moins. Et si on veut que les deux soient compatibles, il n'y a qu'une seule solution, vous pourrez vérifier si vous voulez, mais c'est que chacun fasse 20 minutes de ménage. Soit au total, 40 minutes. Or, 40 minutes, c'est moins que 60. Ça veut dire que lorsqu'ils choisissent le nombre de minutes de ménage sur la base du volontariat, eh bien, il y a une insuffisance de ménage par rapport à ce qui serait le résultat collectif. Et c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. On dit, en économie, on utilise le terme souscription volontaire, parce que c'est comme une quête. On dit qu'une démarche collective est optimale, si elle est correctement organisée, bien sûr. Par contre, une démarche individuelle, basée sur le volontariat, ça conduit à une insuffisance de fourniture du bien considéré. Dans le cas d'une famille, c'est très très simple à régler. Et ça, vous savez tous comment le faire. On fait un tour, on organise un tour. C'est chacun son tour de faire le ménage, chacun son tour de débarrasser la table, chacun son tour de laver la vaisselle. Et ça marche très bien, et depuis des siècles. Mais lorsqu'il y a plus de monde, c'est autrement plus compliqué. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, que j'allais dans des immeubles, les cages d'escalier étaient nettoyées successivement par tel ou tel appartement. Pendant une semaine, c'était l'appartement du 3e étage qui devait nettoyer l'ensemble de l'escalier. Puis la semaine suivante, c'était... Et maintenant, est-ce que vous avez déjà vu ça encore maintenant? Enfin, non, c'est terminé. C'est terminé. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne font pas comme il faut, et ceci et cela. Et maintenant, on fait appel à des sociétés extérieures. Ça ne marche pas. Alors imaginez ce que ça donnerait s'il fallait nettoyer la rue qu'on habite. Ou s'il fallait nettoyer la plage où on va l'été. Si c'était sur la base du volontariat, on aurait des plages cradingues. Donc plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Et plus on va s'éloigner du bon résultat. D'où vient la difficulté? Ça vient de l'existence qu'on appelle des biens collectifs. Ici, la propreté du logement, ce n'est pas un bien comme un autre. C'est ce qu'on appelle un bien collectif. C'est-à-dire que chacun peut en profiter sans empêcher personne d'en profiter. C'est une vieille distinction. Aristote l'avait déjà fait, lui. Je n'ai pas trouvé sa photo, donc je ne l'ai pas mise. Mais il distinguait ce qu'on appelle les biens partageables des biens participables. Je prends l'exemple de l'anniversaire. Le gâteau d'anniversaire, c'est un bien partageable. Quand vous mangez une part, quelqu'un d'autre ne peut pas manger la même part. Par contre, la fête d'anniversaire, c'est un bien participable. C'est-à-dire, plus il y a de monde, plus il y a de fous, plus on rigole. Et des biens collectifs, il y en a plein. On passe davantage de temps dans une journée à consommer des biens collectifs qu'à consommer des biens qui ne sont pas collectifs. La propreté, mais l'éclairage public également. Lorsque vous êtes éclairé par un lampadaire, ça n'empêche personne d'autre d'être éclairé. Les jardins publics, etc., etc. Il y en a énormément. Les biens collectifs, on établit une typologie de ces biens collectifs. Ceux dont j'ai parlé, biens participables, biens partageables, c'est ce qu'on appelle en économie la rivalité ou non-rivalité. Et puis, il y a aussi le fait, est-ce qu'on peut empêcher les gens d'accéder à la consommation ou pas? Alors vous avez ce qu'on appelle des biens collectifs purs. C'est l'exemple type, c'est l'éclairage public. Le fait d'être éclairé vous empêche pas, n'empêche pas quelqu'un d'autre d'être éclairé, et vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de se faire éclairer. C'est un bien collectif pur. Par contre, il y a des biens où on ne peut pas empêcher l'exclusion, mais où il va y avoir rivalité. C'est l'exemple d'une route qui est embouteillée. Le fait qu'il y ait trop de monde fait qu'on ne peut plus circuler correctement. Mais par contre, on ne peut pas empêcher les gens de venir sur la route. Un autre type de bien collectif mixte, c'est celui où il n'y a pas de rivalité, mais il y a une possibilité d'exclusion. C'est par exemple les autoroutes à péage. On appelle ça les biens à péage d'ailleurs, les biens de club.
Hein, l'exemple, c'est l'autoroute à péage typique. Et puis, vous avez le contraire, là, le bien privatif pur. J'ai pris l'exemple d'un croissant, parce que je fais ça ce matin. Lorsque vous mangez votre croissant, personne d'autre ne peut le manger. Alors, ça, c'est évident. Vous ne pouvez pas l'avoir gratuitement. Eh bien, lorsqu'on a affaire à un bien collectif pur, hein, où il y a à la fois non-rivalité et impossibilité d'exclusion, eh bien, les marchés, des économies libérales, les marchés, ne fonctionnent absolument plus. Pourquoi ça? Parce que si on a un bien de ce type-là, eh bien, personne ne va accepter de payer pour ce bien-là. Pourquoi ça? Parce qu'il suffit, la première personne qui l'achète, en fait, le livre à tout le monde, puisqu'il est non-rival, sans possibilité de faire payer, puisqu'il n'y a pas d'exclusion possible. Et donc, personne n'accepte d'être le premier à payer. Et donc, aucune entreprise va se lancer là-dedans, parce qu'elle n'aura jamais de clients. Et ça, c'est le problème, par exemple, avec vos enfants ou petits-enfants. Vous voyez, c'est le problème de la musique en ligne. Hein, plus aucun d'entre eux n'achète de CD. C'est terminé, ça. Tout est gratuit. Ou la propreté d'une plage, les résultats de la recherche fondamentale, etc. etc. Hein. Ça ne marche pas. Donc, si le marché ne fonctionne pas, il faut bien le remplacer par quelque chose. Eh bien, on va le remplacer par une organisation. Hein, une organisation. Mais là, il se pose la question, est-ce qu'on va le financer individuellement ou est-ce qu'on va le financer collectivement? Si on choisit de le financer individuellement, alors il faut pouvoir empêcher les gens qui ne veulent pas payer d'accéder aux biens. Hein, et donc, il faut qu'il y ait exclusion. Si le financement est collectif, il n'y aura pas d'exclusion, puisque ce sera gratuit. Ce qui fait qu'avec un financement individuel, les acteurs, ceux qui vont fournir le bien, ça peut être une entreprise ici. Ça peut être une collectivité, ça peut être une association. Alors que pour un financement collectif, on ne trouvera pas l'entreprise, on va voir. Le seul problème, c'est qu'on va démontrer, avec juste un exemple, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué, mais que le financement individuel n'est pas efficace, qu'il vaudrait mieux que ce soit gratuit. Hein, c'est la théorie libérale qui dit ça. Alors on va regarder ça successivement. Le financement individuel par une entreprise, ça se traduit par le versement d'un prix. Et donc il faut trouver le moyen d'empêcher ceux qui ne payent pas d'accéder à la consommation. Alors ça peut être, pour les CD, c'est une époque c'était les DRM, hein, ça peut être le cryptage de Canal+, etc. Le plus souvent, l'exclusion, elle est juridique. Hein, c'est l'exemple des brevets pour les résultats de la recherche. C'est un accès payant à une plage ou à une autoroute. Une collectivité, elle, va faire payer ce qu'on appelle une redevance. Hein, si vous ne versez pas la redevance, pas de bien, pas de service. Alors l'exemple type, c'est la redevance télé. Si vous n'avez pas de télé, vous ne la payez pas. Mais si vous avez une télé, vous êtes censé la payer. Ou bien ce qu'on appelle la redevance incitative pour la collecte des déchets. Possibilité. Dans une association, c'est le versement d'une cotisation. Si vous avez payé votre licence au club de foot, vous avez le droit de jouer au foot. Si vous ne la payez pas, vous n'avez pas le droit. Bon, c'est très simple. Eh bien, c'est très simple. Il y a des fois, ça fonctionne bien pour les clubs de foot et des choses comme ça. Mais pour beaucoup d'autres, dans pas mal de circonstances, ça fonctionne mal. Je vais prendre un exemple, je pense qu'il devrait vous convaincre. Hein, c'est que la gratuité, elle est supérieure du point de vue de la collectivité. Et je vais prendre l'exemple du traitement du sida. Pendant longtemps, vous savez que les laboratoires pharmaceutiques se rémunèrent grâce à leurs brevets, aux brevets qu'ils ont déposés. Mais depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, après des procès assez retentissants, les labos pharmaceutiques ont décidé de donner gratuitement leur licence aux pays les plus pauvres. Là, j'ai pris l'exemple d'une licence qui vient d'être donnée récemment. Et examinons un peu qui est gagnant, qui est perdant dans cette histoire. Qui est gagnant? C'est les fabricants de traitements des pays en voie de développement. Puisque on pourrait leur demander de payer, on ne leur demande pas de payer. Donc ils sont gagnants. Ceux qui sont gagnants, c'est les malades également de ces pays-là. Et est-ce qu'il y a un perdant dans l'histoire? Eh bien, le laboratoire en question, il n'est même pas perdant.
hein, il n'est même pas perdant, puisque de toute façon, ces pays-là n'auraient pas eu les moyens de payer la licence au prix de marché. Donc on est dans une situation où donner les choses gratuitement, ça améliore le sort de certains et ça ne dégrade le sort de personne. La conclusion des économistes libéraux, c'est de dire que dans ce cas-là, il faut absolument pratiquer la gratuité. Hein, quand c'est mieux pour certains et pire pour personne, eh ben, il vaut mieux que ce soit gratuit. Le résultat de ces pratiques, c'est que, là je l'ai mis quand même en incidente, mais enfin c'est qu'il y a une quinzaine d'années, un traitement c'était 10 000 $ par an et par personne, et maintenant on est rendu à 100 $. Hein, on est passé de quelques centaines de milliers de personnes qui étaient traitées à une quinzaine de millions, je crois, actuellement. C'est encore insuffisant, mais bon, c'est plutôt un progrès. Donc le paiement, sauf pour des choses très simples comme les clubs de foot, enfin bon, c'est pas une bonne solution. Et c'est pour ça qu'on va procéder à un financement collectif de ce type de biens. Et par exemple, ça peut être par les collectivités publiques. Et dans ces cas-là, c'est les impôts qui vont financer. Bon, alors j'ai pris les exemples scientifiques ici, le CNRS, l'IFREMER, ou tout ce que vous voulez, hein, l'université, les hôpitaux, etc. Ça peut être des taxes. Hein, et par exemple, j'ai pris ici l'exemple de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une taxe qui est différente de la redevance incitative. Parce que cette taxe-là fait que tout le monde va voir ses ordures traitées de la même façon. Ça peut être des dons. J'ai vérifié cet après-midi, justement, vous pouvez faire un don au Conservatoire du Littoral, qui est pourtant un organisme public. Pour une association, il s'agit de subventions. Ça vient toujours des collectivités. Hein, ça peut être que des subventions, ça peut être aussi des dons. Mais je vous rappelle que les dons, hein, ce sont des contributions volontaires. Et qu'on a montré avec Antoine et Béatrice que c'est forcément insuffisant. Une collectivité ne peut pas fonctionner sur la base du volontariat, du don. Ou sinon, on n'en aurait pas assez de biens collectifs. Alors, où est-ce que je veux en arriver? C'est parce que je voulais prendre des exemples simples avant d'arriver à plus compliqué, parce que les biens collectifs, en réalité, c'est une sous-catégorie d'un phénomène, c'est un exemple, un cas particulier d'un phénomène qu'on appelle des externalités. Là, je pense que c'est des termes que vous avez déjà entendus. Examinons ce que sont les externalités. Hein, les externalités, on dit qu'on a une externalité lorsque se trouvent modifiées, hein, en dehors de la sphère marchande, hein, les possibilités d'action de producteurs ou de consommateurs. Quand c'est des producteurs, on dit externalité de production. Quand c'est des consommateurs, on dit externalité de consommation. Et puis, il y a deux façons de modifier les choses, soit en bien, soit en mal. Et donc, quand c'est en bien, on parle d'externalité positive. Quand c'est en mal, on parle d'externalité négative. Et là, je vais me rapprocher de l'économie de l'environnement. Hein, donc, des externalités qui peuvent être positives ou négatives, de production ou de consommation. Alors, on se place du point de vue des victimes ou des bénéficiaires, hein, pour dire que c'est production ou consommation. On va prendre des exemples. Exemple d'externalité négative. Alors là, l'archétype, c'est la pollution. Alors j'ai pris des exemples, externalités négatives de production, la destruction des abeilles domestiques, hein, par les pesticides, pollution des sources d'approvisionnement en eau, par exemple, la surexploitation des ressources naturelles. Sinon, vous avez des externalités négatives, hein, la pollution de l'air que vous respirez. Mais, si on regarde bien, il y a aussi tout ce que j'ai appelé biens collectifs qui sont soumis à congestion, à encombrement. C'est-à-dire, par exemple, j'avais pris l'exemple d'une route embouteillée. Eh bien, une route embouteillée, c'est une externalité négative. Hein, c'est un bien collectif dont la société ne profite pas entièrement. Et on dit qu'il y a là une externalité négative. Même chose pour la production. Hein. Exemple d'externalité positive, il y a des externalités positives de production. Par exemple, les abeilles domestiques vont permettre de polliniser les fleurs des exploitants agricoles qu'il y a juste à côté et faire augmenter la production. Et ce n'est pas marchand parce que l'agriculteur il n'a pas payé l'apiculteur pour mettre ses abeilles à côté. Hein, donc c'est pour ça qu'on parle d'externalité. Ce sont les biens collectifs également, toutes les infrastructures de transport, la formation, hein, l'éducation. Et puis il y a des externalités positif de consommation. Si vous allez faire un tour autour du lac de Guerlédan, figurez-vous que le lac de Guerlédan n'a pas été installé pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez vous promener.
Il était installé pour fabriquer de l'électricité. Et comme vous appréciez de vous promener autour, pour vous, c'est une externalité positive. Par contre, c'est une externalité négative pour ceux qui aiment se promener sur les canaux. Parce qu'ils sont obligés de s'arrêter, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et il y a aussi beaucoup de biens collectifs qui sont à l'origine d'externalités positives de consommation. Par exemple, tout ce qui est vaccination. Lorsque vous vous vaccinez contre la grippe, ce n'est pas seulement vous que vous protégez, c'est votre entourage. Donc en vous vaccinant, vous créez des externalités positives pour les autres. Alors la question qu'on va se poser, c'est faut-il traiter les externalités? S'il n'y a pas de prix, par définition, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, on ne va pas traiter les externalités par le marché. Or, pourtant, on se doute bien qu'il faudrait lutter contre les externalités négatives, contre la pollution par exemple, et qu'il faudrait favoriser le développement des externalités positives, la santé publique par exemple. Alors, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Il y a alors là, c'est le premier économiste, je vous montre la photo, Ronald Coase, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle un théorème. Enfin, on donne facilement le nom de théorème en économie, il y a des choses qui sont juste des constatations. Il a dit, si les droits de propriété sont clairement définis, et si les coûts de transaction sont négligeables, alors on peut traiter le problème des externalités par une simple négociation entre les parties affectées. C'est très très simplement dit. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur les deux si. Quand est-ce que les droits de propriété sont mal définis? Quand est-ce que les coûts de transaction ne sont pas négligeables? Et donc, il faut traiter les externalités. Pourquoi? Parce que les droits de propriété sont parfois mal définis. On va prendre un exemple ou deux. Les coûts de transaction sont rarement nuls. Et donc, la négociation entre les simples citoyens ne va pas suffire. On est obligé de recourir à des mécanismes de coordination. Pourquoi ça? Parce que, donc on va voir successivement, les droits de propriété et les asymétries d'information. Les droits de propriété mal définis, c'est ce qui conduit par exemple à tous les phénomènes de surexploitation des ressources. Alors l'exemple historique, c'est celui de ce qu'on appelle la tragédie des communs. C'est le terme qu'on utilise d'ailleurs pour décrire tous ces phénomènes de surexploitation des ressources. Ça s'est passé au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, où les propriétaires fonciers ont eu le droit de clôturer leurs parcelles, et ce qui fait que les gens qui auparavant allaient faire paître les petits exploitants qui allaient faire paître leurs animaux, là, se sont trouvés concentrés sur ce qu'on appelle les communs de village, et qui ont été très vite surpâturés. Et ces gens-là, pour survivre, ont dû s'exiler dans les villes et ont formé, ont été les premiers ouvriers de l'industrie anglaise. Nous, on va prendre l'exemple de la surpêche. On va prendre l'exemple de la surpêche avec un modèle le plus simple possible, il ne faut pas que ça vous effraie. Les poissons, ils ont la fâcheuse habitude de se balader et on ne sait pas à qui ils appartiennent. Là, clairement, la propriété est mal définie. Alors on va considérer que on va appeler grand Q, la quantité totale de poissons qui va être pêchée, et puis c'est la somme de petites quantités qui sont pêchées par des pêcheurs. On va faire comme si c'était tous identiques. Et on va voir qu'on va introduire une externalité. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au coût de pêche pour chaque pêcheur. Et on va dire, le coût de la pêche, c'est une fonction, j'ai pris la plus simple possible, on va dire qu'il dépend d'une variable qui représente le niveau de charge, il dépend de la quantité de poissons que lui va pêcher, parce que plus il veut en pêcher, plus il y passe de temps, donc plus ça lui coûte cher. Et puis ça va dépendre de la quantité pêchée par tous les pêcheurs au total. Parce que plus il y a de gens à pêcher du poisson, plus le poisson devient rare. Et plus c'est difficile de trouver facilement du poisson. Et donc l'ensemble des pêcheurs crée une externalité négative vis-à-vis de chaque pêcheur individuel.
Ouais, à peu près. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'il y a donc des couillons de pêcheurs qui viennent pêcher mon poisson? Voilà l'externalité négative. Et donc, je multiplie les trois valeurs, là, puis ça me donne une idée du coût que ça peut avoir. Alors là, il ne faut surtout pas avoir peur. On va regarder la première et la deuxième ligne. J'ai fait l'intermédiaire si quelqu'un voulait vérifier. Il y a deux démarches possibles, là aussi. C'est exactement la même chose qu'Antoine et Béatrice. Il y a une démarche collective et il y a une démarche individuelle. Dans la démarche collective, le pêcheur individuel, il se dit que finalement, tous les pêcheurs sont comme lui. Il est un pêcheur parmi tant d'autres identiques. Et donc, il va considérer que la quantité pêchée au total, c'est la quantité qu'il pêche lui, multipliée par le nombre de pêcheurs. Voilà ce que le principe de base de la démarche collective, comme Antoine et Béatrice tout à l'heure. Par contre, dans une démarche individuelle, le pêcheur individuel, lui, l'individu, il va dire, il y a ce que je pêche moi, et puis il y a ce que pêchent les autres, ce qui est après le signe somme là. C'est la seule chose qui change entre les deux modèles. Et on trouve des solutions qui sont différentes. Je vous passe les détails. On trouve deux solutions qui sont différentes, et j'ai essayé d'illustrer ce que sont ces deux solutions. En prenant, j'ai pris un exemple, j'ai pris C égale 5 €, j'ai pris le prix du poisson 100 €. Si vous appliquez mes petites formules, là, vous trouvez que s'il y a un seul pêcheur, ce n'est pas très étonnant. On va trouver que la quantité issue d'une démarche individuelle, c'est la même que la quantité issue d'une démarche collective. Forcément, il est tout seul. Il est lui-même la collectivité. Mais dès qu'on passe à deux pêcheurs, vous voyez que la démarche individuelle conduit à pêcher un peu trop par rapport à ce qui serait optimal. Et quand on passe à 3 pêcheurs, ça empire les choses. Et ça n'arrête pas d'empirer. Bon, ça va converger, mais en gros, quand on arrive à 100 pêcheurs, on pêche 2 fois trop. C'est-à-dire que plus il y a de pêcheurs, plus il va y avoir de surpêche. Bon, c'est un modèle là, de base ultra simple, les biologistes font des choses beaucoup plus raffinées que ça, mais ça vous donne une idée, c'est exactement le problème d'Antoine et Béatrice. Quand on regarde de son côté, en oubliant de regarder la collectivité, eh bien, on fait quelque chose qui n'est pas optimal. Eh bien, il y a de nombreux exemples de surexploitation des ressources naturelles non renouvelables, renouvelables, parce que les non renouvelables, le problème est un petit peu différent. Les sols, les nappes phréatiques, les bassins ostréicoles, ça c'est un sujet qui devrait nous intéresser. Le point commun entre tous ces problèmes, c'est que la propriété est mal définie. Alors il y a des gens qui ont essayé de trouver des solutions, et là je l'ai citée elle parce que c'est la seule femme qui ait jamais eu un prix Nobel en économie, Elinor Ostrom. Elle disait qu'il fallait bien distinguer deux situations quand même assez différentes. Ceux où la propriété mal définie relevait d'une question de... je regarde l'heure. Bon là ça va être très juste. Relevait d'une propriété qui était la propriété de tous. Et là, elle dit il y a souvent des arrangements qui se font. Elle observait, elle était plutôt sociologue, politiste. Et puis quand c'est la propriété de personne, eh bien, elle disait il peut y avoir des effondrements environnementaux. Et là, j'ai pris deux exemples dans la pêche. Les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, où là, c'est clairement les pêcheurs locaux qui se sont entendus. Ils ont considéré que c'était leur stock à eux, et ils l'ont géré en bon père de famille. Et puis vous avez l'autre exemple, celui du cabillaud du côté de Terre-Neuve, où les Français et les Canadiens se sont mis sur la figure pendant des années, et les pêcheurs, canadiens ou français, se croyaient absolument tout permis, et donc ils ont mis toute la zone en coupe réglée, et le cabillaud, il n'y en a plus. Et durablement plus, apparemment. Donc ça, c'était la chose, propriété mal définie. Il y avait la deuxième chose qu'on avait évoquée, c'est le fait qu'il y a des coûts de transaction. Bon, les coûts de transaction, ils sont dus à différents phénomènes, mais beaucoup aux asymétries d'information. Ce qu'on appelle les coûts de transaction, ce sont les coûts
qui ne sont pas le prix de la transaction. C'est la négociation, c'est la rédaction du contrat, c'est les contrôles, etc., etc. Ça peut coûter très cher. Et on dit que ces coûts de transaction, ils vont augmenter si la fréquence est faible. Hein, par exemple, les coûts de transaction avec votre boulanger, ils sont quasiment inexistants. Parce que vous n'avez pas besoin de vous renseigner sur la qualité du pain. Si vous ne le trouvez pas bon, vous allez chez quelqu'un d'autre, point. Tandis que le coût de transaction, lorsque vous achetez une voiture, c'est déjà un peu plus élevé, parce qu'il va falloir vous renseigner, vous allez consulter l'Argus, vous allez voir vos voisins, etc., etc. Ensuite, ce qui compte, c'est la spécificité de l'actif. Alors, par exemple, si vous achetez des fenêtres sur mesure, eh bien, évidemment, les fenêtres en question, si vous décidez de les refuser, le fabricant va pouvoir les fourguer à quelqu'un d'autre. Hein, donc, il prend un risque en vous disant oui. Donc, ça élève les coûts, parce qu'il faut qu'ils prennent des garanties. Et puis surtout, il y a les asymétries d'information auxquelles on va s'intéresser, parce que là, en matière d'environnement, c'est extrêmement important. Hein, les asymétries d'information, c'est une nuisance pour la négociation. Alors, je n'ai pas trouvé un exemple en environnement, là, mais on va prendre un exemple très simple. Ce qui compte de voir, c'est que ça réduit l'efficacité des négociations. Et donc, ça réduit les possibilités de trouver des solutions aux externalités. Là, j'ai pris l'exemple, c'est l'exemple le plus connu, des voitures d'occasion. On va faire une hypothèse, c'était avant le contrôle technique. Hein. Et puis, on sait que l'acheteur ne connaît pas la qualité de la voiture qu'il va acheter. Et on va faire une hypothèse, on va dire, il y a la moitié des voitures qui sont de bonne qualité, l'autre moitié des voitures qui sont de mauvaise qualité. Et on va dire, par exemple, la valeur des voitures de bonne qualité, c'est 5 000 €. La valeur des voitures de mauvaise qualité, c'est 1 000 €. Comme il y en a moitié-moitié, l'acheteur, il a une chance sur deux d'acheter une voiture qui vaut 1 000 €, une chance sur deux d'acheter une voiture qui vaut 5 000 €. Donc il va faire un petit calcul, il dit, un demi de 1 000 plus un demi de 5 000, moi je veux bien acheter une voiture, mais pas plus que 3 000 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, je ne veux pas payer trop. Par contre, le vendeur, lui, il ne veut pas vendre moins cher que la valeur de sa voiture. Et donc, si vous avez des acheteurs qui ne veulent pas payer plus que 3 000 € et des vendeurs de voitures de bonne qualité qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas recevoir moins de 5 000 €, la conclusion, c'est que seules les voitures de mauvaise qualité vont s'échanger. C'est-à-dire que le marché ne fonctionne plus du tout. Hein, c'est-à-dire que le prix n'est plus un indicateur de qualité à cause des asymétries d'information. Et donc la négociation entre l'acheteur et le vendeur devient impossible. Alors on a réglé ça en introduisant des contrôles techniques. Enfin, bon. Mais voyez que si l'acheteur et le vendeur n'ont pas, ou les deux parties à une négociation n'ont pas la même information, ça va dégrader leur capacité de négocier. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors comment traiter les externalités, si elles existent? Eh bien, on a 4 grandes manières de traiter les externalités. Environnementales en particulier, c'est celle-là que je vais m'intéresser. On a une manière contractuelle, celle que suggérait justement Coase dans son théorème. On a une manière réglementaire, une manière fiscale, et puis une manière économique, on va dire. On va les évoquer très rapidement, puis ça va être bon. Je vais déborder légèrement, pas trop. L'instrument contractuel, c'est celui que suggère Coase. Un exemple typique de contractualisation, c'est celui qui touche les producteurs d'amandes en Californie. Alors c'est un exemple extrêmement célèbre, parce que 80% des amandes dans le monde sont produites dans 2-3 vallées de Californie. Et l'intensité de l'exploitation est tellement forte qu'il n'y a plus rien d'autre. Hein, les amandiers, je crois que ça fleurit pendant quelques semaines en février ou en mars. Et ce qui veut dire qu'il y a un niveau de biodiversité dans ces zones-là qui est incroyablement faible. Il n'y a rien qui réussit à survivre en dehors des amandiers. Le seul souci, c'est que pour produire des amandes, il faut que les amandiers soient fertilisés. Et c'est possible par des abeilles. Or, il n'y a plus d'abeilles, elles sont toutes mortes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils louent des ruches auprès des apiculteurs professionnels. Et ils ne sont pas les seuls à faire ça. Les producteurs de concombres, je crois, de Géorgie font la même chose. C'est un peu plus tard. Et vous avez actuellement aux États-Unis les apiculteurs professionnels
gagnent davantage d'argent en louant leur ruche qu'en vendant le miel. Bon. Alors là, du point de vue de cause, c'est un succès. On pourra en discuter. Une autre possibilité, c'est l'internalisation, ce qu'on appelle l'internalisation par la fusion du pollueur et du pollué. On règle le problème en rachetant soit le pollueur, soit le pollué. Et donc, il n'y a plus d'externalité. Et un exemple, par exemple, c'est Vittel qui a racheté les terres agricoles autour de la source. Bah, si vous regardez sur le site, c'est bien arrangé. Alors, il leur donne à exploiter gratuitement, d'ailleurs, les terres. Il a tout racheté. Les agriculteurs peuvent exploiter gratuitement, mais évidemment, pas à n'importe quelle condition. C'est du zéro pesticide, etc., etc. Bon, ben voilà, on a supprimé. L'intérêt de cette formule-là, de la formule contractuelle, c'est la simplicité. L'inconvénient, alors les limites, c'est que d'abord, c'est pas toujours facile de réunir les conditions pour permettre une négociation correcte. Et puis surtout, si vous regardez bien, si on y réfléchit un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'incitation là à développer des technologies moins polluantes. Les producteurs d'amandes de Californie trouvent la situation est très très bien. Ils vont continuer comme ça, tant qu'ils peuvent. Et c'est peut-être que le problème, il faudra le régler un petit peu plus en amont. Donc là, il y a quand même des limites à cette manière de régler les choses. L'instrument réglementaire, c'est tout simplement la fixation de quotas. Alors là aussi, c'est quelque chose de très simple. Et en plus, c'est très rapide, parce qu'on dit demain, il est interdit de. Donc c'est immédiat. Mais il y a plein de limites. Il y a une première limite, c'est qu'il faut connaître le montant des externalités. Il faut savoir jusqu'où aller dans l'interdiction. Il y a un problème du niveau optimal. Jusqu'où aller dans l'autorisation, au contraire. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez définir le bon niveau de pollution, entre guillemets le bon niveau de pollution des moteurs, c'est pas évident. Si vous dites que c'est zéro, ben, il n'y a plus de moteur. Et donc, il y a un risque, c'est celui de la prohibition. Donc, on a vu ce que ça donnait pour l'alcool aux États-Unis. Il y a des effets pervers de la prohibition. Et puis, le contrôle est extrêmement coûteux. Est-ce que vous avez déjà été, vous, une fois dans votre vie, contrôlé par les forces de l'ordre concernant le niveau de pollution de vos moteurs? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne connais personne à qui c'est arrivé. Et pourtant, officiellement, ça doit être contrôlé et sanctionné lorsque vous dépassez. Jamais vu ça. Pourquoi? Parce que c'est trop coûteux. Donc si on interdit mais qu'on ne contrôle pas, ben, enfin, on est en France, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Et puis il y a un autre problème, une autre limite, c'est la répartition initiale des quotas. Ça peut être parfaitement injuste. En particulier, ça va figer les situations. Et puis ça ne va pas tenir compte du fait que certaines entreprises seraient peut-être davantage capables que d'autres de trouver des technologies plus vertueuses. En gros, l'instrument réglementaire n'est pas bon, mais on l'applique souvent, faute de mieux. L'instrument fiscal. Alors le schéma fiscal de base, c'est de dire, eh bien, lorsqu'il y a une externalité négative, il faut taxer, de manière à réduire l'externalité. Et quand il y a externalité positive, il faut subventionner, de manière à augmenter. Alors ça, on le fait très très largement. On taxe l'essence et on subventionne l'éducation. Voilà, c'est tout simplement ça. L'intérêt, c'est qu'il y a une gestion décentralisée, c'est qu'on passe par des prix, puis du coup, les agents, ils s'adaptent assez bien, mais il y a des inconvénients, c'est que c'est compliqué, qu'on ne tape pas là où il faudrait. Vous avez vu l'essai avec l'écotaxe. Moi, j'ai vraiment pas compris, je ne suis pas le seul, ce qui s'est passé, parce que ça aurait été tellement simple d'augmenter le prix du gasoil. Et ce serait arrivé aux mêmes effets. Bon, évidemment, électoralement, c'était peut-être moins... mais c'était infiniment plus simple et ça ne coûtait rien de plus. Puis ça demande également de bien connaître le montant des externalités. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut adapter la taxe, par exemple, au niveau de dégâts que fait une externalité. Si on vise trop haut ou trop bas, on tape à côté. Donc là, non plus, c'est pas idéal. Tout ça pour arriver à ce qui est idéal, mais qui n'existe pas, qui ne se pratique pas. C'est l'instrument économique, si vous voulez, de ce qu'on appelle les marchés de droit.
Alors ça a été bien formalisé, on connaît ça depuis un siècle et demi, hein. Ça a bien été formalisé par un économiste contemporain, James Mead, et il a proposé une solution clé en main en 1952. Vous voyez. Et la première fois qu'on a envisagé de l'appliquer, c'est au protocole de Kyoto de 97, Franck, si je ne me trompe pas, c'est 97. Voilà. De quoi s'agit-il? Il s'agit de créer des marchés de droit à polluer. Alors évidemment, ça a choqué tout le monde lorsqu'on a employé ce terme la première fois. Hein, mais on a là quelque chose d'assez efficace. Parce qu'une fois que les droits ont été distribués, on a la possibilité de les revendre. Et donc de gagner de l'argent en revendant les droits. Mais en revendant les droits, on s'engage à moins polluer. Et par conséquent, il y a une incitation à améliorer la technologie des industries. Et cela va permettre de réduire le niveau de pollution. En plus, l'intérêt aussi, c'est que de l'extérieur, on peut racheter des droits. On peut racheter des quotas, enfin c'est des quotas négociables, hein, ce qu'on appelle, ou des droits ou des quotas négociables. On peut les racheter, et si on veut, par exemple, au début, on a trouvé qu'on n'a pas été assez ambitieux, eh bien, on peut racheter, l'État peut racheter des droits à polluer, et ça va réduire mécaniquement le niveau de pollution dans le pays. Et ce qui est vraiment agréable là, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître le montant des externalités. On peut y aller à tâtons. Et on est à peu près certain que ça va marcher. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est transposable à des tas de domaines. Il y a par exemple un domaine qui nous intéresse, nous, de près, c'est le problème des ostréiculteurs. Là, c'est aussi un problème, également une tragédie des communs. Parce que vous avez le bassin d'Arcachon qui est surexploité. Et les huîtres mettent maintenant 5 ans à pousser correctement. Alors qu'en Normandie, les mêmes huîtres, elles mettent que 3 ans à pousser. C'est-à-dire qu'il y a trop d'huîtres à Arcachon. Ce qu'il faudrait faire, ce serait très très simple, de distribuer des droits, de laisser les gens les échanger, et on verrait naturellement le nombre d'exploitants diminuer, le nombre de parcelles diminuer dans le bassin d'Arcachon et augmenter en Normandie. Et puis voilà. Hein. On aurait dû faire la même chose pour les quotas laitiers. Hein, on ne les a jamais rendus négociables. Au Canada, ils sont négociables et ça marche bien. Hein. Ou pour les pesticides, on pourrait imaginer également de se dire, ben voilà, on ne sait pas comment interdire l'usage des pesticides chez les agriculteurs, eh bien on prévoit un certain volume au départ, on observe combien est vendu, on distribue des droits, et puis on les rachète petit à petit. Et ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui seront capables de revendre le plus facilement, c'est-à-dire ceux qui auront adopté des pratiques culturelles plus vertueuses. Bon, ça a apparemment tous les avantages, sauf qu'il y a des limites, malgré tout, des problèmes éthiques. Alors celui de la répartition initiale des quotas, bon, ça vous l'avez vu pour le protocole de Kyoto, hein, où il y a une lutte terrible entre les pays émergents et les pays développés. Bon, les Indiens disaient, ou les Chinois disaient, il n'y a pas de raison que nous, on paye pour votre pollution que vous pratiquez depuis 200 ans. Bon, on comprend leur point de vue. Hein. Il y a aussi cet aspect qui est choquant, c'est pour certains, c'est qu'on ne respecte pas le principe du pollueur-payeur. Alors ce n'est pas un totem, hein, ce principe du pollueur-payeur. C'est quelque chose qui est très récent, même ça a été inventé par l'OCDE en 1972, donc ce n'est pas si vieux que ça. Mais effectivement, on ne le respecte pas, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que l'État pouvait racheter des quotas, qui sait, l'État, il va chercher où son argent? Dans les poches des consommateurs. Hein, et donc ce sont les pollués qui vont être amenés à racheter des droits à polluer. Et ça peut paraître choquant. Ensuite, il y a les problèmes d'organisation. Bon, ça, je vous passe là-dessus. Ça, c'est les problèmes de l'État, hein, parce qu'il faut quand même qu'il intervienne. Hein, il faut qu'il sanctionne ceux qui polluent plus que leurs droits à polluer. Donc, il faut aussi des contrôles. Et puis après, il y a des problèmes de coûts d'organisation. Bon, mais là, par exemple, pour les marchés carbone, on a confié ça à des entreprises privées, de la même façon que la Bourse de Paris est une entreprise privée. Hein. Ça, c'est la même chose. Puis il y a des problèmes économiques que je vous épargne, qui sont techniques. Hein. Conclusion, que faire? Ben, ce que je voudrais, parce que j'aimerais bien vous avoir convaincu qu'il n'y a pas de salut hors l'action collective. C'est-à-dire des actions individuelles en matière environnementale, ça conduit. Je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est très vertueux, mais ça n'aura pas beaucoup de résultats concrets. Et je crois que si on veut faire des progrès, bon, il
ici vous n'êtes pas des décideurs politiques, hein, mais donc en tant que simple citoyen, si vous voulez participer à un progrès, il y a une quasi-obligation de passer par les associations. Parce que les associations peuvent prendre en charge l'action collective à travers l'éducation. À travers l'éducation. Et par exemple, elle peut indiquer quel est le niveau d'effort raisonnable de chaque individu. Expliquer à ma fille que le zéro déchet, c'est peut-être légèrement plus, ça peut être légèrement plus un pot de confiture par an. Hein, mais que déjà, si on pouvait tous restreindre un peu, ce serait bien. L'aspect éducatif des associations environnementales est très très important. Et puis, l'autre aspect, et je pense qu'elles n'en ont pas conscience souvent, c'est que l'aspect essentiel, il me semble, c'est la réduction des asymétries d'information. Pourquoi ? Parce qu'en réduisant ces asymétries d'information, elles vont rendre possible une négociation directe, au mieux, hein, rendre possible une négociation directe entre les parties. Et l'exemple est juste à côté, mais moi, ça m'a scié quand j'ai entendu parler de cet exemple. On a à côté de Vannes, là, à Séné, une réserve qui est gérée conjointement par une association environnementaliste qui n'est pas réputée pour être spécialement laxiste, une commune, jusque-là on comprend, mais aussi par une association de chasseurs. Et ça, je pense que c'est unique en France et peut-être que c'est unique dans le monde. Hein, et voilà, en tout cas, des gens qui ont réussi à s'entendre. Et c'est assez extraordinaire. Vous avez l'autre exemple, enfin l'exemple qui est mondialement connu, hein, des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Il est pris aux États-Unis, on en parle, hein, de cet exemple. Si jamais on ne peut pas aller jusque-là, eh bien, on peut quand même, une association environnementale peut améliorer, vous avez vu que c'est très important dans ce que j'ai présenté auparavant, la question de savoir quel est le montant des externalités. Pour toutes les solutions que j'ai proposées, il fallait connaître le montant des externalités. Eh bien, c'est le travail, je crois, des associations, à la fois en termes de communication, de lancement d'alerte, de prise de conscience des citoyens, et de défense collective vis-à-vis de certains industriels, par exemple. Et puis, dans son activité d'intermédiation institutionnelle, les associations maintenant sont des interlocuteurs directs des pouvoirs publics. Eh bien, elles ont une possibilité d'activité de lobbying, elles peuvent aller en justice, etc., etc. Et puis, quand même, quelque chose qui n'est pas négligeable, si on prend l'exemple de la réserve de Séné, c'est, je crois, 4 ou 5 salariés. Ça crée de la richesse. Et puis, c'est des touristes. Et c'est une image pour une région. Et finalement, ça crée de la richesse pour tout le monde. Ce qui fait que la boucle est bouclée, hein, en poursuivant ses intérêts individuels, ben, l'association environnementale contribue au bien-être de tous. Donc, quelque part, Smith avait un peu raison. Mais il a fallu passer par des contorsions. Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas saoulé, c'est un peu aride, hein, je reconnais. J'ai terminé. Merci François. On va passer aux questions. Non, c'était pas aride. Moi, j'ai trouvé ça très, très passionnant. En tout cas, commentaires, questions. Je passe le micro. Vous avez une question ? Non ? Oui ? Quelqu'un veut s'exprimer ? Oui, non, enfin, disons qu'il y a quand même un exemple qui fonctionne en matière de système pollueur-payeur, c'est l'agence de l'eau notamment. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais vu les ressources, vu d'où viennent les ressources de l'agence de l'eau, je dirais que, en tout cas, c'est pas équitable. Enfin, disons l'essentiel de ceux qui payent, ce sont les consommateurs et c'est pas les pollueurs. Hein. Effectivement, les industriels, les consommateurs. Bon, les industriels payent assez peu, je crois, et les agriculteurs quasiment pas du tout. Non, donc le gros reproche qui est fait justement au système, c'est que les agriculteurs ne payent pas. Voilà.
Mais autrement, effectivement. Or, ils sont quand même à l'origine de l'essentiel. Voilà. Oui, enfin, on pourra en débattre pendant des heures. Ouais. Oui. Mais je disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre ce principe du pollueur-payeur. C'est quelque chose de très récent, puis qui est arrivé comme ça, qu'on a repris un petit peu partout, mais qui n'est pas forcément... ça peut paraître choquant, mais qui n'est pas forcément le plus efficace. Il y a des fois, alors aux États-Unis, il y a un des exemples célèbres aux États-Unis, c'est en baie de San Francisco, où ce sont des habitants de la zone de San Francisco qui ont racheté des entreprises polluantes. Bon, ça, c'est quand même assez étonnant. Mais lorsque c'est à travers l'État, par exemple, qui rachète des droits à polluer, certes, ce sont in fine les contribuables, mais je pense que ce n'est pas si choquant que ça. Enfin, disons que c'est quand même un système qui a permis, il y a encore des problèmes de pollution diffuse, effectivement, agricoles, mais ça a permis de résorber la quasi-totalité des points noirs en matière de rejet direct dans il y a des progrès. Ils sont insuffisants, manifestement. Enfin, moi, j'entends parler de choses... mais les progrès sont considérables. La prise de conscience, là, est claire. Et là, ça a été un rôle extrêmement important, en Bretagne, de Haut-Rivière, quoi. Et puis ailleurs en France, alors je ne connais pas les autres associations en France, mais là c'est clair que la prise de conscience a été largement due à l'activisme de certaines associations, c'est évident. Et autrement, ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir un sujet extrêmement intéressant dans le pays de Vannes, c'est le projet d'hydrolienne dans le Golfe. Ouais, mais là il y a un grand spécialiste. Où je pense que... Donc là, en matière d'externalité, il y aura des études et des réflexions intéressantes à mener. Ouais, faut voir. Enfin, moi, je ne saurais pas. J'étais surpris quand on m'a dit, par exemple, que les éoliennes nuisaient terriblement aux chauves-souris. J'ignorais ça. Non. Donc, enfin, disons, là, on va oui, non, mais là, ça va être, je ne sais pas à quoi ça va nuire. On va pas en débattre ce soir. Oui. Mais en fait, le problème, c'est donc là, je ne sais pas si le projet se concrétise. Mais en fait, on va quand même avoir un impact donc sur la pêche, sur la circulation des poissons, etc. Ouais. etc. Vous voyez, le pire, ce serait qu'il n'y ait pas de débat. Et que des choses, celles-là ou d'autres, soient faites en catimini. Et c'est là, je crois, que les associations ont un rôle très important. Et que l'individu, lui, il est démuni face à ça. Questions, commentaires ? Bonsoir. J'aimerais vous poser une question sous forme de caricature, voire de sophisme. Au début de votre propos, vous avez cité Adam Smith en disant que l'approche individuelle, au final, était moins efficace que l'approche collective. Dans la suite de votre raisonnement, on continue de voir ce cheminement. Et je me dis, une entreprise protège ses intérêts individuels, donc la collectivité est meilleure de ce point de vue-là, donc il ne faut plus d'entreprise, donc il faut nationaliser. Où se trouve la faille de ce raisonnement ? Non, l'exemple que je vous ai donné, c'était en parlant du marché. Enfin, c'était pas un exemple, parce que Smith, lorsqu'il exprime ça, il parle du marché. Et les intervenants sur le marché, ce sont les entreprises. Après, les exemples que je vous ai donnés, dans ce que j'ai pu développer par la suite, ce sont ce qu'on appelle des défaillances de marché. C'est là où le marché ne fonctionne pas. Le marché ne fonctionne pas lorsqu'il y a des biens collectifs. Il fonctionne mal lorsqu'il y a des externalités. Mais pour les biens normaux, je préfère, et c'est là que je suis libéral, je préfère que ce soit le marché plutôt qu'un planificateur. Parce que, pour tout un tas de raisons, on ne va pas repartir sur ce débat-là, mais globalement, on a vu beaucoup de pays passer de la planification au marché et assez peu dans l'autre sens. Enfin, c'est clair qu'il y a davantage
personnes satisfaites par un système économique qui donne de la place au marché que par un système qui ne donne pas suffisamment de place au marché. Hein, donc l'entreprise est acteur de ce marché. Moi, je m'étais concentré là sur, et c'est ce qui intéresse énormément les économistes. Quand ça fonctionne très bien, les économistes ils disent bon, bah, continuez. Hein, mais on est assez sensible, effectivement, quand on voit, en particulier les économistes qui défendent l'économie de marché, quand on voit que les marchés ne fonctionnent pas, eh ben, on s'intéresse de près à la chose. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut corriger les choses. Et donc, mais pour autant, c'est pas on admet que le marché ne fonctionne pas, oui. De la même façon, ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même une position des économistes libéraux de dire que dans de très nombreuses circonstances, il vaut mieux la gratuité que le paiement. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça, c'est une position véritablement libérale. Dans une économie de planifier, ce ne serait pas du tout la réponse qui serait donnée. Hein, donc non, les entreprises, lorsqu'elles fonctionnent de manière suffisamment concurrentielle, du moins, hein, font fonctionner, permettent au marché de fonctionner. Hein, voilà. Donc là, c'est une vision, je vous ai dit, une vision, disons, des économistes favorables au marché, hein, et qui s'intéressent justement aux différences de marché. L'essentiel des travaux de ces économistes qui s'intéressent au marché, d'ailleurs, se concentrent sur les endroits où ça ne fonctionne pas. Et il y en a. Pas mal. Non, il faut enregistrer. Ça semble à peu près évident. Il faut enregistrer. Il semble à peu près évident, au moins sur cette présentation, que les réponses collectives sont en général meilleures que les réponses individuelles. Lorsqu'il y a un problème. Oui, il y a presque toujours des problèmes. Donc ma question que je me pose, c'est pourquoi diable est-ce que ça marche si mal, puisqu'on a des tas de solutions générales et qui sont si mal ou si peu appliquées. Moi, je trouve que ça... Si vous voulez que je vous précise, ouais. Je peux le faire. Hein, oui, allez-y. Par exemple, le système de ramassage des ordures. Oh. Il est bien organisé par une collectivité. Ouais. Il suffit pour savoir quel est l'état de la société, de soulever les couvercles des produits recyclables, celui des ordures ménagères, et vous verrez qu'en grosso modo, il n'y a pas un mélange parfait, mais on trouve de l'un dans l'autre. Non. Alors là, moi, je ne connais que la situation sur l'agglomération de Vannes. Mais je peux vous dire que les progrès en matière de collecte des déchets ont été absolument faramineux. Il y a un taux de refus, je crois, qui est de 15% actuellement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a dans les produits, à Vannes, hein, j'entends, dans les produits qui vont dans la partie recyclage, il y a 15% des choses qui y sont qui ne devraient pas y être. Hein. Bon, et là par contre, vous voyez, je trouve que les progrès sont absolument considérables. Il faut toujours tendre vers davantage. Mais là, vraiment, s'il y a un succès, c'est bien celui-là. Par rapport à ce que c'était, hein, c'est toujours pareil. On va aller vers du mieux, j'espère. Mais et là, c'est un petit peu un contre-exemple de ce que je disais tout à l'heure. Là, par contre, l'éducation des enfants, ça a été absolument primordial. Ça, on le voit. Ce sont les enfants qui ont appris à leurs parents à trier. C'est vraiment très très intéressant, et donc par le biais de l'école, on peut effectivement, contrairement à ce que j'ai dit, hein, on peut par une addition d'efforts individuels, malgré tout, heureusement, arriver à une amélioration collective. Vous êtes beaucoup plus tolérant que moi, parce que je pensais qu'on pouvait arriver à mieux que... Non, mais oui, non, mais je dis bien qu'il faut progresser. Mais on est rendu à 15%, là où il y a 15 ans, où il n'y avait rien, quoi. Le progrès est quand même considérable. Enfin, ça ne pouvait pas durer non plus. D'autres questions ou commentaires ? Oui, merci de votre exposé. Alors, pour le problème de la société, en fait, de la gestion par la collectivité ou par l'État, en fait, aux États-Unis, tout à l'heure vous en parliez, j'ai vu un exemple sur Boston où en fait la population a été obligée de s'occuper
justement des travaux, des ordures. Enfin, donc là, on en est arrivé à la suite d'une crise capitalistique. Donc nous, c'est pour quand? Donc la Grèce, je pense qu'ils y sont. On n'en entend pas parler, mais le Portugal, l'Espagne, bon. Donc là, si vous voulez, je pense que en fait, ça, c'est un problème économique. Les grosses entreprises, c'est un marché. Mais si les habitants n'ont plus les moyens de payer ce marché, les entreprises s'en vont. Donc pour revenir, si vous voulez, sur le tri, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, je suis peut-être un petit peu... si vous voulez, pour l'incinération, par exemple, selon l'Europe, ça doit passer en dernier dans le tri, dans l'élimination des déchets. Et ce qui n'est pas vraiment le cas. On pourrait récupérer beaucoup plus, faire beaucoup plus d'économies, mais malheureusement, il y a des décisions qui ont été prises il y a une trentaine ou une quarantaine d'années qu'il faut maintenir en service. Donc, si vous voulez, il y a double commerce. Donc, tout ça, c'est pas du tout évident. Donc, je suis bien content, par contre, content d'entendre que vous nous dites que les associations peuvent apparemment créer un lobbying pour faire force d'opposition à injustice que les associations peuvent trouver. Donc, par exemple, la pollution des eaux. Moi, je suis désolé, je n'ai pas l'impression que ça s'arrange du tout dans nos champs bretons. Quand je vois la culture, les monocultures qui sont, et surtout en bord de rivière ou en bord de lac, je me dis, mais c'est pas possible, en Suisse, ça marche pas. Hein. Bon, et ça, c'est un problème de droit. Le droit de la nature, mais la nature, elle appartient à personne. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, la pollution, on la retrouve sur les algues vertes. La dernière conférence qu'il y avait, c'était à ce propos, et on va toujours en trouver. Les scientifiques sont là. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce que vous demandiez, ce que tu demandais tout à l'heure, de faire des conférences avec les différentes personnes sur toutes les responsabilités, le problème, c'est qu'il faut que ça soit effectif. Il faut qu'on trouve des solutions. Et il faut que, justement, en haut, maintenant qu'on va avoir peut-être un président qui va s'occuper de choses intéressantes, j'ai entendu que M. Villani serait peut-être à la culture, enfin pas à la culture, aux sciences. Mais ça serait fantastique pour les universités, peut-être. Enfin, des gens qui sont... je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Tout à l'heure, vous nous parliez des pollinisateurs qui se vendent dans le marché. Mais en fait, au Bono, c'est déjà fait. Hein. Donc, il y a déjà des abeilles qui viennent de Belgique ou d'ailleurs pour polliniser, parce qu'il n'y en a pas. Donc, pour l'écotaxe aussi, c'est plein d'observations, mais je ne sais pas. Donc pour l'écotaxe, c'est la transparence des marchés. Qui est-ce qui a décidé ce marché sur nos routes bretonnes et qui est-ce qui a surtout empêché que ça se fasse? Donc là, il fallait que des entreprises se fassent de l'argent à imposer cette chose-là. Il est vrai que si on mettait une taxe directement sur le produit, c'était plus simple. Et donc pour le CO2, il y a encore autre chose. Si vous voulez, les usines, elles ont un droit de polluer. Les pollueurs principaux ont le droit de polluer. Mais donc le CO2 qui est rejeté, il est refiltré et revendu dans l'industrie. Ça, vous connaissez. Et donc, ce que je voudrais bien avoir comme balance, moi, économique, c'est un petit peu savoir comment ça marche, tout ça. Parce que moi, je suis un simple consommateur. J'évite de consommer au maximum. Mais ça, j'ai pas encore vu trop la balance, si vous voulez. Bon, c'est normal, hein, parce que c'est peut-être délicat, on va dire, commercialement. Merci à vous. François, il y a beaucoup de questions. Hein. Oui, je ne sais pas auxquelles répondre. Écoutez, sur l'eau, concernant l'eau, moi je ne suis pas un scientifique, hein, donc je regarde les résultats des rapports scientifiques. Et apparemment, pour la Bretagne, les progrès ont été, en particulier en Bretagne, absolument considérables en quelques années. On venait de très loin, mais on est actuellement dans une situation qui est plutôt meilleure que dans pas mal d'autres endroits de France. Bon voilà, mais je ne peux rien vous dire de plus là-dessus. Hein. C'est simplement qu'il me semble qu'en Bretagne, les gens ont justement peut-être davantage qu'ailleurs, davantage qu'ailleurs, cet esprit de coopération qui fait que lorsqu'on s'attaque collectivement à un problème, il est assez souvent suivi de succès. Enfin, moi,
souvent entendu dire cela. Bon, c'est peut-être une légende. Hein. Peut-être que les Alsaciens font aussi bien. Comme Jean-Claude Pierre, que tu as cité indirectement par rapport aux rivières, a apporté considérablement, et pour rejoindre la partie éducation à l'environnement, je pense que ce sont des gens comme ça dans le milieu associatif, par un militantisme tout à fait, disons, positif, a permis de réveiller des consciences à toutes les strates de on a des chambres d'agriculture qui ont accepté de participer à l'effort, enfin à la sensibilisation. Je pense que les syndicats aussi. Enfin bon. Enfin, les progrès ont été. Si on prend cet exemple-là, les progrès ont été assez considérables. Oui. Il se trouve que je suis retraité depuis quelques années, mais je me suis occupé de police de l'eau et de problèmes de reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne pendant des années. Voilà. Donc, comme vous le disiez, donc, des associations comme Eau et Rivière, enfin, moi j'étais fonctionnaire, donc nous rendaient bien service, puisqu'en fait on avait, disons que ça nous permettait de trouver une forme d'équilibre, puisqu'en fait on avait les industriels, les paysans d'un côté, Eau et Rivière qui faisaient pression, donc ça nous permettait d'essayer de trouver des compromis, enfin, ce qui fait qu'on était accusé par, moi j'étais accusé par les écolos d'être dépendant du lobby industriel et par les industriels d'être dépendant du lobby écolo. Ça c'est quand on faisait convenablement notre boulot, c'était ça. Mais en fait, disons, et autrement, donc on peut pas nier qu'en Bretagne, la qualité de l'eau s'est quand même sérieusement améliorée. Donc ça, c'est indéniable, même s'il y a encore des algues vertes. Moi j'étais au carrefour de gestion de l'eau au mois de janvier dernier. On a l'évolution de la qualité de l'eau dans les rivières bretonnes. Enfin, je crois qu'on peut trouver ça. Vous allez sur le site de la région. Donc ça c'est absolument indéniable, même s'il y a encore des efforts à faire. Donc ça c'est même pas discutable. Donc voilà, donc c'est un témoignage. Sur les aspects incinération, déchets, tu connais ces incinération, là non plus, je ne suis pas scientifique, mais ce que moi j'ai compris, là à Vannes, on a une installation qui est la deuxième, je crois, qui a été installée en France de ce type-là. Le résultat, c'est donc une unité mécano-biologique, organo-biologique, enfin bon bref, on essaye on a essayé de trouver une autre solution que l'incinérateur. Ça coûte extrêmement cher, parce que c'est expérimental. Ça ne marche pas bien du tout, parce que c'est expérimental. Alors qu'on savait au moment où on l'a construit que tous les scientifiques nous expliquaient que tous les problèmes liés, alors c'était quoi, aux émissions de dioxyde, voilà, étaient maintenant réglés et que un incinérateur, c'est ce qui aurait coûté le moins cher et ça aurait été moins polluant que la solution qu'on a actuellement, parce qu'on a encore trop de résidus définitifs. Bon, après, c'est le problème des arbitrages technologiques qui sont pas simples du tout, parce que ce sont des investissements qui sont faits en plus sur 15-20 ans. Dans le cas de cette usine ici, d'un incinérateur sans doute davantage que ça. Mais moi, ce que j'aime bien, ce que j'apprécie, c'est d'être informé. Et voilà ce que je dis qui est important. Or, mais ça suppose aussi qu'on accepte que certaines informations n'aillent pas dans le sens qu'on voulait au départ. C'est-à-dire que si on n'a pas fait l'incinérateur, c'est parce que les élus estimaient que politiquement c'était invendable. La population n'aurait jamais supporté. Or, tous les techniciens nous expliquaient que c'était la meilleure solution. Voilà. On vit dans une société, hein, il faut tenir compte de la sensibilité des citoyens. Par rapport si je peux me permettre juste un commentaire, par rapport à ta dernière diapositive où tu mets en avant possibilité de négociation directe. Et là, je vois deux exemples qui sont des exemples de territoire. Économie, territoire et environnement, c'est une solution pour l'avenir par rapport à économie, environnement national ou Europe? Après, tout dépend du type d'externalité. Si tu parles des gaz à effet de serre, hein, évidemment, ça ne peut pas être réglé localement. C'est assez drôle d'ailleurs, excuse-moi Franck, mais les questions d'agenda 21, ça m'a toujours fait un petit peu sourire, parce que c'est un petit peu la même chose que ma fille qui fait du zéro déchet. On ne va pas résoudre dans une commune
le problème du réchauffement climatique parce qu'on a correctement rempli l'agenda 21. Donc là, ça nécessite des accords internationaux. Par contre, sur la gestion des déchets, s'il y a eu des progrès de fait, c'est essentiellement dû aux collectivités, oui, qui ont pris les choses en main, parce que c'était, de toute façon, on allait avoir un désastre absolu. On n'avait plus que quelques années devant nous avant d'être étouffé par les ordures. Enfin, c'était... Il faut bien voir que pour ces problèmes de CO2, il n'y a même pas de négociation au niveau de la France, c'est des engagements européens, c'est l'Europe qui négocie, mais après ça doit se décliner. Ces engagements européens, ils se déclinent par des engagements au niveau français, et puis au niveau des régions, etc. Donc après ça redescend quand même. Hein, ce que je regrette, c'est que les mécanismes de déclinaison des accords de Paris, par exemple, ou autres, soient des mécanismes administratifs. Et je pense qu'on pourrait trouver des mécanismes un petit peu plus efficaces. Bon. Mais là, on va entrer dans un débat un peu trop technique, peut-être. Merci. Oui. Dans tous les exemples qui ont été donnés, je vois que on se situe dans un système qu'on a connu jusqu'à présent où les acteurs sont multiples, où je dirais la concurrence peut arriver à moduler, à équilibrer le système. Or, je vois qu'aujourd'hui, on voit apparaître des monopoles mondiaux qui n'ont plus du tout de possibilité de régulation. Je prends un exemple très simple. Les grandes entreprises de l'informatique, genre Google ou choses comme ça, et qui échappent à d'après ce que j'ai pu comprendre, totalement aux régulations que vous avez évoquées. Alors, les économistes qui défendent l'économie de marché sont favorables au développement des entreprises, sauf dans un certain nombre de cas. Et en particulier, il y a un cas où on est totalement hostile à l'activité des entreprises, c'est lorsqu'elles forment des monopoles. Voilà. Ça, c'est clair que cette situation, c'est insupportable, à l'exception de certains services. Il y a des services où on ne peut pas imaginer autre chose que des monopoles. Par exemple, dans le réseau de distribution d'eau. Il ne peut y avoir que des monopoles, parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez deux tuyaux côte à côte. Donc, ce serait des coûts insupportables. On ne va pas répliquer les équipements. Et par conséquent, on admet qu'il y ait, pendant un certain temps, un monopole, ce qu'on appelle des monopoles naturels. On admet aussi, pendant un certain temps, qu'il y ait des monopoles qui reposent sur la mise en place de brevets. Parce que c'est la récompense en fait, qu'on donne pour ceux qui ont pris le risque de faire de la recherche-développement. En dehors de ces deux exceptions-là, il y a une hostilité très très franche des économistes libéraux vis-à-vis des monopoles. Donc c'est quelque chose d'inquiétant, oui. De très embêtant. Alors peut-être pas pour l'environnement, mais faut voir. Mais c'est très ennuyeux, effectivement. Oui, mais enfin, y compris pour l'environnement, si on l'étend à un problème d'environnement. Ah oui, non, mais de toute façon, oui, oui, tout à fait. Etc. Si vous prenez le cas d'Amazon, par exemple, c'est absolument frappant parce que si vous lisez les exposés dans les conseils d'administration d'Amazon, de l'Assemblée générale, c'est dit noir sur blanc que leur objectif, c'est de détruire les concurrents. Jusqu'ici, ils continuent à perdre de l'argent depuis qu'ils existent. Il s'agit de détruire les concurrents. Et une fois qu'ils auront détruit les concurrents, alors ils augmenteront les prix. Parce qu'ils seront seuls. Bon, j'espère que les États sauront se défendre, mais c'est incroyable parce que c'est affiché. Et là, on n'est plus du tout dans l'économie de l'environnement. Je reviens juste, il me semble, pour répondre à monsieur, il me semble que la police de l'environnement, il me semble que c'est le pouvoir des autorités territoriales. Mais après, il me semble que c'est le pouvoir des autorités territoriales.
C'est-à-dire que le maire a la police de l'environnement dans ses compétences. Mais bon, à vérifier, je ne suis pas non plus une experte. Je voulais revenir, moi, sur les marchés publics. Aujourd'hui, dans les marchés publics, et c'est dans les conventions de l'Europe, on doit systématiquement mettre dans l'écriture des marchés publics la question environnementale. Alors, on a des choses qui sont relativement simples en termes de conditionnement, etc. Donc ça, on trouve les solutions. Par contre, on ne trouve toujours pas la solution pour calculer la taxe carbone. C'est-à-dire que c'est un véritable souci dans la composition des écritures du marché, parce que on voudrait bien répondre à cette notion, mais on ne peut pas non plus choisir, parce qu'on n'a pas le droit de marquer qu'on veut quelqu'un qui habite à 10-20 km, quelqu'un qui travaille au niveau local, mais on n'a pas trouvé non plus de l'autre côté la possibilité d'inscrire la taxe locale dans nos écritures. Donc, bon, on ne sait pas si ça évolue de ce côté-là, mais on aimerait bien... je ne sais pas si vous avez des informations à ce niveau. Non, là c'est vraiment un domaine ultra technique. Il y a un quasi spécialiste en face de moi, parce qu'il va plus souvent que moi à certaines commissions d'appel d'offres. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que ça reste très très limité. Les critères environnementaux ou sociaux d'ailleurs, sur les marchés publics, quand ça pèse 5% du jugement, c'est bien le maximum. Et on admet aussi souvent comme critères environnementaux des choses qui sont un petit peu... bon, c'est bien gentil, mais bon, on explique que... Enfin bon, il y a parfois des choses qui sont un petit peu... C'est léger, quoi. Donc là aussi, ça démarre. Et là aussi, je pense qu'il y a une démarche de progrès qui sont absolument considérables. Et là, réellement très, très considérables. Sur la préférence circuit court, je croyais qu'il existait des possibilités. Mais là c'est vraiment un domaine tellement technique que je ne saurais pas vous dire. Il faut que ce soit justifié par la qualité du produit. Par exemple, je crois savoir que les pavés du port de Vannes sont en granit breton, alors que du granit chinois aurait coûté beaucoup moins cher. Mais ça avait été justifié par le fait que, alors je ne sais plus exactement quoi, mais on avait dû chercher un truc du genre la teinte correspondait mieux à des cailloux qui avaient déjà dans le coin. Enfin bon, enfin bref, on avait trouvé un artifice pour que ça fonctionne, quoi. Bon, souvent c'est un petit peu artificiel, effectivement, la manière. Il y a des contorsions parce que théoriquement, on n'a pas le droit de donner de préférence aux producteurs locaux. Bon. Après, il y a des... Bon, je ne vais pas donner de mauvaises idées, mais j'ai déjà lu des pages entières sur comment détourner, comment détourner les règles de la passation des marchés. Bon, vous avez peut-être vu ça aussi. On fait des micro-lots, enfin, on s'arrange, enfin bref. Voilà. On fait des révisions de prix. Voilà. Bon, c'est un domaine très très risqué. Enfin très risqué. C'est un domaine où il y a des enjeux financiers énormes. Donc il vaut mieux que ce soit contrôlé. François, je voulais te remercier et pour l'ensemble de ces apports. Économie et environnement, j'y manquerai pas. Je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui sont en train de se construire. C'est des sujets très transversaux, avec des vocabulaires qui sont finalement très adaptables. On peut en parler. Ça mériterait effectivement que les gens se rendent compte et en parlent, parce que sans économie, on ne serait pas là. Il ne faut pas avoir peur non plus de le dire. Et ça fait plaisir d'entendre justement le point de vue d'un collègue de l'UBS sur le sujet, sur un territoire qui est effectivement en profonde mutation. Donc vous parlez d'éducation à l'environnement, je pense qu'on n'a pas fini, et vous avez fait ça pendant votre carrière. Je pense qu'on doit à l'université poursuivre, d'aller dans ce sens-là, avec des sujets qui sont assez compliqués sur cette grande planète. Donc merci à toi, et puis merci au public. Et puis au mois de juin, on se reverra pour une conférence sur la Loire. Et il y aura en amont aussi une exposition sur les hydroliennes, justement, dans le Golfe, puisque je pense qu'il faut, au moins à travers ce projet-là, le montrer au grand public et poursuivre les débats et les débats d'idées. Merci à toi.
Merci.